6,99 et les championnes du monde. C'est fait. Eunice Barber est championne du monde de la longueur. Oh là 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 là. Alors Amadou, champion d'Europe. Fabien Gillot deuxième. Les Français viennent de rugir dans cette course avec un doublé pour l'équipe de France. Le titre de champion de France pour le Stade français CSG. Coloris Mathieu. Daniel Narcisse. Ouais. Et le voilà. Et il est pas beau ce Daniel. Il est pas merveilleux ce Daniel. Diao for the first time in the playoffs. Diao did start 24 games in the regular season. Diao will try a three. Puts it in. Boris Diao from downtown. Away. They'll talk about it the rest of your life. Magic fires for three. Got it at the buzzer. Magic hit a three-pointer. Swimming, defended by Zaporizhia. It's Parker. Zellers has George. George with 2 seconds to go. Puts it up and scores at the buzzer. Michael Jordan has won it for Chicago. Que j'aime ces échanges, que j'aime ces interventions, parce que vous voyez qu'on a affaire à des gens qui sont passionnés d'une part, qui sont experts d'autre part, et ça nous permet à nous autres de voir comment est-ce que nous, on vit notre propre rapport au basket. Mais je pense que vous le comprenez, mon intention à travers ce sommet, c'est aussi qu'on aille voir comment est-ce qu'on vit notre rapport à la vie, c'est le cas de le dire, aux autres, à nos propres défis, en s'appuyant sur ce basket qui nous passionne tous dans la communauté du All-Star Mind, mais également en essayant d'aller évidemment au-delà de ça, et c'est ça qui est toujours très très riche et très très intéressant. On va avoir juste maintenant un intervenant qui va être différent, dans le sens une belle valeur ajoutée à venir, c'est évident, différent des intervenants que j'ai pu solliciter jusqu'ici sur ces 3 éditions du All-Star Mind. Vous avez pu le voir, on a souvent des arbitres, des entraîneurs, des joueurs, des joueuses, des dirigeants parfois, on a eu des agents. Et là, on va aller sur un angle lié à l'humain dans le basket, mais sur une thématique que je reconnais, comme ça je le pose, c'est déjà dit, qui n'est pas mon champ d'expertise. Par contre, celui qui va venir intervenir sur ce champ de ce qui est le marketing sportif et l'économie du basket, c'est vraiment la référence pour moi en France sur le sujet. Donc, sans plus attente, je vous invite à accueillir chaleureusement Monsieur Vince ou Vincent Beau. Salut Vince, comment vas-tu ? Salut Nicolas, bah, dis donc tu sais mettre la pression d'entrée, hein. La référence carrément. La pression n'existe pas, c'est qu'une représentation psychologique. En tout cas, moi, je dis ce qu'il en est, et en tout cas, ce qu'il en est de mes yeux à moi ou de mes lunettes. Écoute, perception très flatteuse, en tout cas. Je te remercie. En tout cas, oui, j'essaie de travailler pour au moins partager un maximum de connaissances avec tout le monde et essayer de construire une intelligence collective voilà, dans ce domaine. C'est Voilà. pour ça que tu es exactement à ta place. Le All-Star Mind, l'humain dans le basket, et déjà tu nous envoies l'intelligence collective, donc c'est passionnant. Est-ce que pour le coup, parce que au regard de toute ton expertise, de ce que tu fais, de ce que tu déploies, que je connais, je pense que tu es quelqu'un qui n'est pas assez connu. Est-ce que tu pourrais, et je pense vraiment en toute simplicité que c'est le mieux de le faire, te présenter un peu et nous partager qui tu es, ton parcours, ce que tu fais. Je vais essayer de faire ça très brièvement parce que ça fait quand même 20 ans que je suis impliqué dans ce chemin-là. Mais ma particularité dès le départ, c'est que, expliquer un peu comment je suis programmé, c'est que j'ai fait mes gammes en fait en management du sport à l'American School de Paris, qui est l'école de l'ambassade des États-Unis. Parce que j'ai grandi en fait dans mon petit village des Yvelines avec des expatriés américains qui étaient vraiment le corps enseignant dans cette école, et le beau-père de mon meilleur ami était le directeur sportif de l'école. Donc déjà, c'est très intéressant, c'est qu'en termes de typologie d'organisation, ça fonctionne vraiment aux antipodes des associations sportives et du parcours du club sportif en France. C'est-à-dire que là, on a vraiment une professionnalisation du management top to bottom et pas bottom to top, quoi. C'est-à-dire que nous, en France, on professionnalise à partir du technicien et derrière, le parcours de professionnalisation se fait de bas en haut. Hein, vraiment du technicien vers le manager administratif, commercial, enfin voilà, le gestionnaire de projet, enfin voilà, et le pilote de l'organisation. Et donc moi, j'ai grandi dans cet environnement-là.
tout en ayant un parcours de joueurs, hein, de jeunes en championnat de France. Et voilà. Et donc, j'ai évolué au club de Poissy. J'ai essayé de faire ma place dans un club qui évolue en National 1 jusqu'à intégrer, squatter un peu le groupe d'entraînement de National 1 hein, pour faire le nombre. Et c'est un club qui avait déjà, qui avait déjà eu une rétrogradation administrative importante de Pro B à N3. Et ils ont dissous le centre de formation, les hébergements, le côté Cadet France, toutes ces charges-là pour pouvoir injecter dans la masse salariale sportive et faire deux montées d'affilée de N3 à National 1. Après, derrière, explosion totale parce que tient pas la charge en National 1. Et donc, c'était mon club de cœur et forcément, ça a été traumatisant aussi parce que je rêvais de porter les couleurs de ce club. Donc, après ce traumatisme-là, derrière, j'ai eu mes premières expériences professionnelles, notamment dans le merchandising de sport américain, où j'étais distributeur de marques comme Wilson, Under Armour, de produits de sport américain, football américain, baseball pour vraiment la pratique aussi. Hein, j'ai équipé les équipes de France très jeunes. Et derrière, j'ai continué dans le retail, dans le merchandising, et je ne pouvais pas m'empêcher de faire le rapprochement entre le merchandising de produits de sport américain et la marchandisation du sport français, et notamment du basket. Et suite à ce traumatisme, en plus, j'ai eu un décrochage scolaire très tôt, hein, parce que quand on veut s'entraîner 2 fois par jour, on fait un BEP VAM, tête de gondole, quoi, enfin, vente action marchande, on ne prend pas au sérieux les études. Et je me suis arrêté même pas au bac, j'avais pas de bac en poche, et donc j'ai dû travailler très vite, m'assumer aussi très vite. Intéressant. Donc du coup, j'ai réussi à conduire vraiment tout mon projet, mon parcours par l'entrepreneuriat, parce que j'avais la fibre entrepreneuriale. Je suis fils de paysan, on est bosseur et on entreprend. Donc, suite à ça, j'ai réussi à créer mon propre job au club de Poissy, nouveau club qui renaissait sur les cendres vraiment de l'ancienne entité. Et j'ai vraiment développé ma première démarche de marketing vraiment dans un club sportif. En même temps, il y a Nanterre qui joue sa montée en Pro B, et aussi pareil, j'accompagne la JSF Nanterre. J'aurais livré vraiment un plan de développement de la Pro B à la Pro A, vraiment pour vraiment lancer la démarche aussi marketing au sein du club. Pour plein de raisons, je n'ai pas intégré la JSF Nanterre. Et puis, j'ai eu l'opportunité de rejoindre Under Armour pour le lancement de la gamme basket en France et vraiment l'implantation de la gamme, du réseau de distribution et des opérations marketing. Donc ça, vraiment, ça a été, on va dire, une expérience que j'ai menée vraiment jusqu'à, on va dire, à mon zénith dans le retail, dans le merchandising, parce que j'ai eu d'excellents résultats avec très peu de moyens. Au point d'hériter du surnom de MacGyver. Hein. Donc, c'est quelque chose qui me va très bien. C'est produire de la valeur à partir de rien, à partir de très peu de moyens. C'est à ce moment-là qu'on s'est connus, d'ailleurs. Et puis, finalement, la collaboration s'est arrêtée avec Under Armour parce que le country manager portait nos résultats, mais les orientations de la marque au niveau européen étaient plutôt sur le soccer ou sur le rugby, alors que nous, on voulait se positionner pour l'équipe de France de basket en 2013, quand ils ont gagné l'Euro. Donc, ça aurait pu être vraiment... on l'avait flairé et derrière, ils n'ont pas suivi. Donc, le country manager a démissionné. Donc, moi, je me suis retrouvé sans client. Et je me suis retrouvé sans projet basket. Et tu sais que quand on est à notre compte, on n'a pas de matelas. Je sais. Voilà. Et donc, il y a eu un PDG qui a eu du flair
et qui m'a débauché. Enfin, qui m'a pas débauché. Voilà, enfin, j'étais libre, mais qui m'a mis à l'essai, et puis après qui m'a engagé. Et il m'a engagé en tant qu'assistant achat dans sa boîte, dans l'agroalimentaire, Et il m'a mis à côté de son bureau. Il m'a tout appris sur le fonctionnement d'une boîte d'import. C'était la filiale d'un grand groupe français basé à Singapour. Et on s'occupait vraiment de la distribution des produits de la marque en France. Et il m'a mis à côté de son bureau. Il m'a tout appris sur le fonctionnement de la boîte. Il m'a sorti de ma zone de confort où j'avais un talent intrinsèque dans le marketing. Mais je connaissais rien du tout au fonctionnement d'une boîte. Et là, c'était une boîte, une boîte de 50 salariés qui pèse 15 millions de chiffre d'affaires. Et donc, j'ai tout appris, toute la rigueur de la logistique. Donc, j'étais chef de projet supply chain. Puis après, je suis devenu manager des opérations dans la boîte. Tout ça avec toujours un VP en poche, quoi. Mais c'est juste que j'avais une forte volonté de progresser. Et puis, j'arrêtais pas de faire le parallèle, le transfert avec le basket. À chaque fois, avec une organisation comme ça, à l'échelle du basket, qu'est-ce que ça serait ? Et j'ai commencé à développer au maximum des compétences transversales que je pourrais transposer après dans le basket. Et alors, ça t'amène à faire quoi maintenant, toutes ces expériences ? Justement, la data analytique, justement, je l'ai tiré vraiment de cette expérience-là. Ok. De pouvoir justement, à partir de la data, c'est un outil d'aide à la précision, c'est des indicateurs d'aide à la décision. Donc ça aussi, j'ai appris énormément dans cette boîte-là. Et puis, j'ai managé 20 personnes au quotidien aussi, donc ça c'était assez intéressant. Mais par contre, j'avais l'appel du basket, l'appel de la rédemption du chemin des études. Et donc, du coup, j'ai décidé de faire une validation des acquis pour passer d'un bac-2 à un bac+2. J'aurais pu valider bien plus qu'un bac+2, mais je partais de tellement loin. J'ai assuré un bac+2 en logistique. Okay. Déjà, pour avoir une base aussi pragmatique, très logistique. Et après, j'ai enchaîné tout de suite avec une licence pro, où là, j'ai vraiment fait une année universitaire, où j'ai siphonné le cerveau de tous les profs. Je suis arrivé avec vraiment la dalle au ventre pour vouloir vraiment tout apprendre dans le domaine du management du sport, mais au niveau académique, au niveau universitaire. Et puis j'ai terminé major de promo avec 17 au mémoire finale et tout ça. Donc j'étais très satisfait de ça. Et quel est ton quotidien maintenant ? Qu'est-ce que tu fais maintenant justement sur le sujet du marketing du sport, du marketing du basket, de la marchandisation ? Est-ce que tu peux nous partager ça ? Alors, sur le merchandising, la marchandisation, donc dernièrement, je sors d'une expérience du Stade Toulousain Basketball qui a changé d'identité. Et j'ai pu me servir de cet accompagnement-là aussi pour faire la validation finale de mon master. Donc, j'ai fait un master en validation des acquis, c'est assez rare. Mais voilà, j'ai fait une expérience sur mesure aussi, donc en accompagnant ce club de National 1. C'est assez rude, la National 1. Oui. Charge mentale très compétitif. C'est l'Euroleague en minibus. Très concurrentiel. Oui, c'est joli, c'est bien dit ça, oui. Et voilà, j'ai pu quand même avoir la liberté, tout le champ d'action pour pouvoir expérimenter ce que je voulais. Déjà, les dirigeants avaient des ambitions de monter en Pro B. Donc moi, mon rôle, c'était vraiment de les accompagner pour essayer de structurer le club au standard LNB. Maintenant, entre avoir des ambitions et les matérialiser, c'est toujours un écart. Mais en tout cas, j'ai pu développer tous les revenus de match déjà aussi, parce qu'il y avait vraiment la voie était libre à ce sujet-là. Donc j'ai remobilisé le public à Toulouse sur un des plus gros marchés vacants, en France. Et puis j'ai pu développer des revenus, notamment dans le merchandising, où la force vraiment du club, c'est que le vice-président a un atelier de broderie, sérigraphie et tout ça. Donc je pouvais vraiment expérimenter tout ce que je voulais et créer des produits qui n'existaient pas forcément, comme des fanions américains, comme
toutes les gammes d'assortiment fan gear où je fais encore aujourd'hui un peu de recherche sur des produits qui pourraient être plutôt dédiés, orientés fans, et produits collector, des produits hardwood comme ça. Et je suis beaucoup dans la conception de marque aussi, et j'accompagne beaucoup de clubs dans la création de leur identité visuelle avec Laurent Rullier, qui est probablement l'un des meilleurs illustrateurs en France, enfin en Europe, probablement même. Et puis voilà, et puis j'ai fait 3 ans d'expérience là-bas qui m'a permis en effet de valider cette expérience, voilà, c'est notamment de valider un master par l'expérience. Voilà. On a Sébastien Morin qui est, comme d'habitude, nous amène une question hyper pertinente. Seb, il nous parle du Paris Basketball. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'il nous dit, on voit le Paris Basketball très américanisé dans leur approche. Quelle est ta lecture à toi de la grosse différence marketing entre la France et les États-Unis? Merci Seb pour l'excellente question. Merci Seb. Tout ça pour rappeler aussi qu'entre-temps, je suis passé par le Paris Basketball et j'étais à la création, l'année de lancement qui a été l'an 0 à Carpentier. Donc c'est quelque chose qu'il fallait vivre à tout prix. Quand tu reçois tout ce qui arrive du HTV et que tu déballes, là, tu fais des découvertes qui te marquent à tout jamais, quoi. Je veux bien le croire. Alors, donc, la version marketing France-États-Unis est illustrée parce qu'on voit vraiment que... Moi, ce que je dirais, si on reste sur des fondamentaux marketing, là où on est défaillant, c'est sur la conception produit, dès le départ. Donc marketing mix, produit, prix, distribution et après promotion, enfin distribution place, mais on va appeler distribution et promotion. Déjà dès le départ, c'est sur la conception du produit ou du service. Les Américains, c'est le pays du service, c'est le pays, voilà, de façon de la plus-value. L'argent, c'est une religion chez eux, c'est écrit sur leur billet, and God we trust. Exactement. Donc voilà. Donc non, déjà c'est dans la recherche. C'est dans la recherche vraiment du produit et du service, quoi. C'est vraiment le travail du détail où là ils vont être très importants. Et puis là maintenant on est de plus en plus sur le 5e P, qui est le people, donc qui est vraiment au centre, et de pouvoir vraiment personnaliser l'offre au possible. Donc voilà. Et donc déjà oui, ils sont vraiment là-dedans. Donc on parle de fan expérience, ça arrive en France enfin. L'expérience client lors des matchs. Donc là, enfin, on remet le public vraiment au cœur du projet. Absolument. Et ça se traduit par des résultats en termes de poids économique sur la Betclic. Je crois qu'on est passé, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais de 18 millions avant le Covid à 28 millions bientôt aujourd'hui en revenus de match, en poids vraiment sur la division. Donc, il n'y a pas qu'un effet Wemby, il y a un effet aussi des locomotives Euroleague, des clubs qui se mettent à travailler, du public qui se déconfine. Et voilà, il y a un travail quand même sur l'expérience qu'on propose aux spectateurs quand c'est possible. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des contraintes liées à l'outil de production qui appartient aux collectivités. Oui, c'est une remarque intéressante que tu nous partages là. Moi, géographiquement, je suis basé à Orléans et j'ai joué dans ce club. Dans le Palais des Sports, de l'époque où je jouais, il y avait 3200 places. Et même quand c'était plein, on avait un public que je qualifierais sans aucune méchanceté d'un public bourgeois qui vient là comme il viendrait au théâtre. Et c'est très bien. Et maintenant, avec la Comète, alors que ce club est en Pro B seulement, j'ai eu l'occasion d'y aller quelques fois. Ils ont encore battu le record par match de Pro B contre Poitiers, là, 27 ou 28 décembre, à 9300 personnes présentes. Et je suis subjugué de la différence d'expérience, de fan expérience, d'expérience client, de ce qui se passe, de l'engouement, de l'énergie que je vois. Pourtant, ce sont des Orléanais, ça n'a pas changé géographiquement, c'est le même endroit. Et je trouve que l'exemple du Paris Basket que Sébastien évoquait, mais également parce que ça se sait moins ou ça se dit moins de ce que Orléans est en train d'essayer de déployer, est quelque chose qui est très intéressant sur l'expérience et le rapport au people et au public. Mais dans les deux cas, c'est vraiment l'outil de production qui a fait changer de dimension.
de clubs et qui permet de Absolument. générer des revenus. Et bon, là, il y a un livre blanc auquel j'ai participé qui est sorti là sur le sujet où derrière on voit que encore, bon, il y a eu un effet Arena déjà avec la commission Arena 2015 qui a été faite en 2010, qui a permis vraiment déjà d'avoir un essor sur les arénas de type Arena 2, c'est-à-dire des arénas de 4000 places, qui sont bien pour des marchés moyens ou des petits marchés. Maintenant, il faut avoir des outils aussi de production pour des marchés comme Marseille, comme Toulouse, comme Nantes, Rennes, Lille. Lille, c'est une catastrophe. Et voilà. Et voilà, si le club de Lille Métropole avait eu un outil de production, peut-être qu'ils auraient pu modéliser, vraiment construire un modèle économique. Parce que bon, on est dans un sport quand même qui est le deuxième sport au monde, peut-être même le premier ex-aequo, hein, si faut faire les stats chez les Chinois, et à mon avis, on a le compte. Mais on n'a pas de droits TV. Alors, on n'a pas de revenus, de revenus redistribués par les droits TV. Oui. Mais c'est pas qu'un problème en France, hein, c'est un problème en Europe. Oui. La Ligue redistribue très peu auprès des clubs et ça ne couvre même pas les frais d'engagement. Donc, faut pas non plus s'auto-flageller tout ça. Par contre, on loupe quand même des rendez-vous. Alors, il y a des évolutions, notamment sur la production intégrale du championnat. Oui. Et ça c'est pour moi, c'est un énorme bond en avant. Maintenant, il faut être dans la recherche de l'amortissement aussi de ces frais de production. Oui. Et ça, je pense que le deal avec les NBA doit tendre vers ça. Hein, parce que derrière, si on produit dans l'intégralité, on peut aussi le distribuer à l'étranger. On peut le distribuer sur d'autres pays en Europe, par exemple. Notre championnat, il est attractif. C'est le plus athlétique d'Europe. Donc, il y a un fort potentiel. On s'en rend compte. On est en train de révéler le basket français. C'est bien. Oui. Donc voilà. Donc là, on est dans une modélisation par les revenus de match, à défaut d'avoir des revenus de droits TV. Ça, c'est comment dire, c'est pour ça que l'outil de production il est important. Et tu vois, tu parlais, alors je ne vais pas utiliser les bons mots, mais tout à l'heure, tu parlais de tout ce qui est textile, par exemple. Quand on va au match NBA, tu as tout le public qui est toujours là avec les maillots des joueurs. Aux Jeux Olympiques, on a pu voir qu'il y avait énormément ça qui était en place et qui se fait. Et je trouve que c'est un levier qui n'est pas encore assez développé, que la contribution du public à ce sentiment d'appartenance, le fait d'être fier de porter le maillot. Hier, on avait Franck Seguela qui disait que lui, il était dans le 3-3 parce qu'il avait bien compris que c'était un moyen pour lui de porter le maillot de l'équipe de France et que c'est majeur pour lui. C'est un des objectifs majeurs de ma fille aussi, de porter le maillot de l'équipe de France. Et le fait que le public soit fier et heureux d'aller à un match avec du textile, tu parlais des fanions, etc. Je pense qu'il y a un levier sur lequel on a encore énormément de progrès à faire en France. Ouais, le point de départ, c'est la marque. Alors, il y a eu quand même des progrès qui ont été faits, qui ont été amenés par une mouvance autour de Laurent Rullier, de Benoît Dujardin, de Romuald Coustre, vraiment qui, au début des années 2000, ont vraiment emporté ça. Bon, moi, j'y ai participé aussi. Mais il y a eu des progrès, donc du coup la Ligue a suivi aussi avec vraiment comment dire, des règles aussi d'harmonisation, notamment des chartes graphiques, mais voilà, c'est ça, c'est toute la chaîne graphique, c'est-à-dire partir déjà d'avoir des logos appétants, enfin qui soient bien réalisés en tout cas, et après derrière avoir une chaîne graphique qui soit respectée sur les terrains, sur les maillots, voilà, toutes des règles d'harmonisation, tout ça grâce au travail de ces gens-là au départ. Et mais encore une fois, dans le détail, dans la conception des logos, il y a un manque de recherche, et ça c'est la science de Laurent Rullier, hein, c'est un manque de recherche sur les facteurs sociaux et environnementaux. Vraiment aller au cœur des codes du territoire pour créer une marque territoriale et créer ce sentiment d'appartenance. Ouais, on avait hier Romuald Garneau, entraîneur et directeur général des Flammes Carolo, qui nous a parlé du territoire dans les mêmes mots que tu as utilisés comme étant un aspect majeur et fédérateur pour le coup, au-delà de même, et il le disait lui-même, d'une équipe de basket, quoi. Tout à fait. On a Seb qui rajoute, et je suis complètement d'accord avec lui parce que j'ai pu l'entendre. Donc en fait, il ne faut pas avoir peur de construire des grandes salles de grande capacité et ne pas se cacher sous si on ne la remplit pas. Il nous dit le but c'est faites tout pour la remplir, et puis en fait on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il y a des grandes enceintes qui sont construites, elles sont remplies, et c'est pas magique, mais elles sont remplies d'une part, et puis
ça peut permettre aussi le déploiement d'autres types de spectacles et faire venir Exactement. sur les territoires. Moi, je pense très égoïstement à Orléans où je suis. Le fait que la Comète qui a une capacité de 10 000 places, ça va permettre de voir, sans me déplacer, des artistes auxquels on ne pourrait pas avoir accès en dehors. Donc, de toute façon, les systèmes sont très vertueux et ça ne s'entrechoque pas tant que ça, finalement, avec les calendriers. Puis d'un autre niveau aussi, peut-être, hein, d'une popularité peut-être vraiment Ouais, un peu absolument. au-dessus aussi. Hein. Ouais. Parce Tu as des que artistes bon, qui font pas la tournée des Zéniths. Hein. C'est pas de leur standard. non, c'est ça. Donc bon, mais tu as quand même des grandes enfin, des grandes villes qui ne sont pas encore équipées d'arénas de ce type. Bien Tu sûr. prends Marseille, par exemple, il faut attendre le printemps ou l'été pour faire un concert au stade Vélodrome, quoi. Donc, et c'est la deuxième ville de France. Oui. Donc il y a tout un travail de fond aussi à faire justement sur l'implantation déjà d'outils de production et aussi peut-être l'implantation de clubs aussi dans ces grandes villes, dans ces marchés vacants. Parce que bon, il y a quand même eu quand même une évolution particulière, c'est que bon, dans les années 90, on avait quand même des clubs à Toulouse, à Montpellier, bon, pas à Marseille, hein, ça reste encore un serpent de mer, mais déjà dans des villes, comme ça, dans les grandes villes, et puis à Paris aussi, et puis ils ont progressivement disparu. Pourquoi ? Parce que dans le modèle économique, il y a une forte dépendance aux subventions, et au bout d'un moment, ils ont dit stop. Et qu'est-ce qui est arrivé derrière, qu'il y a eu des résultats internationaux et qui sont arrivés, qui ont fait toc toc toc, nous on est moins cher, c'est le handball. Ouais. Donc, on le voit à Montpellier, on le voit à Toulouse, on le voit. Bon, à Bordeaux, ils ont essayé, ça marche pas trop, mais à Nantes, ils ont pris la place du basket sans problème. Voilà, parce que derrière, ils ont un modèle économique à plus basse échelle qui permet de moins être gourmand auprès des deniers publics et de pouvoir s'installer quand même sur des territoires où il y a du monde, où on peut peut-être travailler sur un outil de production plus grand pour pouvoir générer des revenus supplémentaires. Voilà, encore une fois, c'est ce travail de fond-là, je pense, qu'il y a à faire du côté du basket français. Et c'est intéressant parce que là, tu amènes un champ de confrontation avec le handball qui a besoin de moins de moyens, donc qui prend des parts de territoire et de budget, de subvention, mais de budget en mode partenaire économique. Et à côté de ça, tu vois, quand tu l'évoquais, je me disais, et pourtant, on a aussi d'autres types de concurrents qui, eux, sont très gourmands en capitaux, mais qui nous prennent des parts de marché, qui sont le rugby. Le rugby, ça coûte cher, tu dois avoir plusieurs dizaines de joueurs, tu as besoin de grandes enceintes, etc. Et tu as des partenaires qui sont très présents, très actifs. J'ai pu avoir pas mal d'échanges avec Didier Gadou, ça remonte maintenant à quelques années, mais la section paloise, elle fait quand même du mal à l'élan béarnais d'un point de vue simplement de partenaires éventuellement concurrentiels. Oui, enfin, sauf que la particularité, alors le rugby aussi a ses faiblesses. Hein, bon, déjà, il est très régionalisé. Hein, moi, je suis en plein dedans. Hein. Je suis dans le no man's land du basket français et dans le pays du rugby. Hein. Il y a du rugby, il y a des entraîneurs de rugby qui entraînaient ma fille à la crèche. Pour te dire, ils maîtrisent toute la chaîne. Hein. Ils viennent les chercher à la crèche. Et l'un des enjeux, par contre, justement, du rugby, c'est de régénérer leur public, qui est un public traditionnel, vieillissant, et c'est de faire une percée sur le digital. Si tu regardes bien les résultats sur le digital, on n'est pas si loin du rugby, du basket. On n'est pas si loin. Sauf que eux, par contre, au niveau des droits TV, ils ont été intelligents. Ils se sont mis à Canal derrière le foot. Ils n'ont pas bougé. Ils ont attendu que le foot soit trop gourmand. Un peu les mêmes erreurs qu'on a fait. Et derrière, ils sont restés à Canal. Et hop, ils ont travaillé la valo. Ils ont travaillé. Schéma que j'espérais qu'on arrive à réaliser à partir de l'année dernière, avec cette fenêtre en clair sur l'équipe, de pouvoir valoriser en termes d'audience, déjà. Pour ensuite, oui. Voilà, mais on est arrivé à 800 000 à la fin, hein, à des audiences de 800 000, c'est pas si mal. Sur du privé, on a perdu tellement en route à changer de diffuseur et tout ça qu'on est à 30 000 par match, quoi, à peine. Là, il faut pouvoir ouvrir de l'audience pour que ça ait un impact, par exemple, sur la valorisation du sponsoring. Tu regardes le Paris Basketball, c'est une catastrophe le fait qu'on ne soit pas sur l'équipe cette année. Parce qu'ils performent en Euroleague. Et là, ils cherchent un partenaire principal. Ils vont être sur un ticket d'entrée à 700 ou 900 000, alors que derrière, leur performance, s'ils étaient à la télé, on serait à 1,3 million ou voire 1,5 million. Tu vois ? Donc, il y a un impact qui est considérable. Il faut pouvoir bon, l'histoire se répète, des rendez-vous manqués, mais il faut pouvoir être tenace et arriver à trouver cette fenêtre en clair et la travailler durablement de 3 à 5 ans.
C'est ça c'est ça l'enjeu. Ouais, c'est ça, pour que. Et puis, ah oui, oui, c'est l'enjeu. De toute façon, je te suis, c'est toi l'expert. Et quid de la concurrence qu'on a à travers le public, les fans du basket en France, avec, quoi qu'on en dise, la NBA, qui est quand même un de nos concurrents de diffusion, de marque, de sponsoring, de branding, de marketing, etc. Comment tu analyses ça? Concurrent ou pas d'ailleurs? Moi, je le vois en tant que concurrent, peut-être que tu vas me dire autre chose. Non, non, c'est des produits différents. De toute Ouais, façon, la NBA, on consomme essentiellement du contenu. Derrière, justement, ce que j'ai fait à travers mes dernières études, c'est pouvoir analyser par localité, justement, le nombre de captifs, ce que j'appelle des captifs, ceux qui ont un centre d'intérêt pour du basket, mais en finale, qui consomment du contenu NBA. Mais l'idée, c'est justement, ils sont un peu dans le cloud, c'est de les faire redescendre sur l'offre terrain du club. Voilà. oui, Parce oui, que tu peux vivre l'expérience en direct sur ton territoire. oui. Hein. Donc, c'est au club local, déjà, d'exploiter ses captifs sur le digital, les faire redescendre du cloud un peu, mais aussi, derrière, de travailler le territoire pour avoir d'autres captifs. Parce que là, je compte juste, j'identifie seulement des captifs sur le digital qui consomment de la NBA, par exemple, du contenu NBA, mais qui pourraient très bien s'intéresser au match d'Orléans, par Mais exemple, bien sûr. qui pourraient redescendre sur l'offre d'Orléans. Mais Ouais, le club complètement. d'Orléans, il n'a pas d'autres, il a d'autres captifs. Il a les licenciés du territoire, déjà. Ça, c'est les Oui. premiers captifs. Hein. Les premiers clients, déjà, c'est les licenciés du socle associatif. Hein. C'est, les premiers clients, Naturellement. c'est eux. Mais voilà, il y a d'autres captifs. Mais à eux aussi de mener des actions dans le territoire pour avoir plus de captifs sur le territoire et faire monter la sauce, simplement. Je ne sais pas si c'est un de tes champs d'investigation ou une de tes spécialités, parce qu'on n'en a jamais parlé, donc c'est pas grave, je vais poser la question. Et si c'est à côté, c'est à côté. Quid du basket féminin? Le sport féminin est en train de monter de façon exponentielle. Caitlin Clark et la WNBA révolutionnent aux États-Unis le rapport au basket féminin. Rachid Méziane qui va devenir coach là-bas. Tu parlais de Lille, Maxime Bézin qui en était le coach, qui prend la suite de Rachid à Villeneuve-d'Ascq. Bourges qui occupe une place sur son territoire autour du basket féminin. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Bourges, c'est la Mecque. Déjà, il n'y a pas de souci. Après, Oui. le projet de Lyon, un peu de l'aile avec. Bon, il n'y a pas de conflit, mais on va dire de litige Squeak Asvel. Je suis content quand même qu'ils aillent à Gerland, parce qu'encore une fois, c'est l'outil. À Bourges, ils l'ont. À l'Asvel, ils vont l'avoir. Moi, je pensais qu'ils allaient aller à l'Astrobal et que les Moi aussi. garçons allaient upgrader sur Ben oui, la LDLC. Mais ouais. bon, pareil, là, ça a été une question de planification pour l'Asvel. Je pense qu'ils ont mal planifié leur entrée à la LDLC, contrairement au Paris Paris. Basketball. Ça a Ouais. été planifié de main de maître par David Kahn. Mais pour en venir au basket féminin, non. Alors, il y a des enjeux. Encore une fois, l'outil de production, parce qu'on peut modéliser que comme ça. Mais aussi pour faire plus de prestations B2B, hospitalité notamment. C'est un enjeu, ça reste un enjeu sur le basket féminin. Moi, je pense à Basketland, la délocalisation de matchs aussi à Basketland. Peut-être pourquoi pas faire un derby à Pau contre Tarbes, par exemple. Hein, ça peut être Mais intéressant. je me demande si elles ne l'ont pas fait. Je crois que la saison dernière, elles ont joué à Pau et je crois contre Tarbes. D'ailleurs, ce que tu dis, s'il y a des gens là qui nous suivent et qui l'ont, il me semble. Confirmez-nous, À s'il vous plaît, confirmer. parce que Ouais. moi, je suis pas du Ok, tout, ok. je vais être honnête, je suis pas du tout le championnat. Oui. J'aime beaucoup je regarde par contre systématiquement les matchs de l'équipe de France féminine. Hein. Ça, je veux dire, ça par contre c'est obligatoire. Le basket féminin, non, parce que je suis beaucoup de championnats aussi. Entre l'Euroleague, Oui. la Big League, la Pro B, Difficile d'être la partout. N1, ça commence à faire. Plus un peu de NBA quand je dors pas. quand le fiston se réveille et qu'il fait passer nuit. Voilà, je fais un peu de NBA. Mais non, mais je m'intéresse au modèle économique. Ouais, parce Voilà, que je pense que économiquement, il y a des choses à faire. Mais ma fille a joué en National 2, en espoir en National 2 contre Paris, Paris, qui est la section féminine du Paris Basket. J'ai pu discuter à l'occasion de ce match avec Christophe Denis, avec Isabelle Fialkowski. Elles sont premières à l'heure actuelle de National 2. Il y a Je un pense projet. qu'elles vont.
ouais, il y a un vrai projet qu'elle monte en National 1. Et de ce qu'ils m'ont expliqué, ça ne représente pas un coût très important pour la section masculine ou pour l'ensemble du club de le faire. Il peut y avoir des choses où je pense, mais encore une fois, j'assume le fait de ne pas être un expert, qu'il peut y avoir un excellent rapport qualité-prix ou investissement denier que ça coûte versus adhésion et suivi. Les dernières tendances montrent que les sponsoring, sur le sponsoring, que les entreprises s'intéressent de plus, ont plus envie de miser sur le sport féminin, sur les valeurs du sport féminin. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Moi, j'en discutais par exemple avec une banque qui sort du rugby masculin pour plutôt s'orienter sur du sport féminin. Donc, encore une fois, oui, il y a une mutation, mais est-ce que la grève va prendre? Voilà, il nous faut du temps pour le savoir, quoi. Il faut du temps pour le savoir. Parfois, les clubs, alors là pour le coup qu'ils soient masculins ou féminins, mais les clubs disent que c'est difficile soit de trouver, de solliciter des nouveaux partenaires, soit de les fidéliser, de leur permettre de continuer. Par partenaire, j'entends des entreprises, et quand même on est un sport où les clubs en Betclic League, Pro B et Ligue féminine font appel beaucoup dans leur partenariat. Je ne parle pas des subventions publiques à des PME qui vivent la conjoncture avec des hauts et des bas, voire pas mal de soubresauts. Et ce que ces partenaires, lorsqu'ils sont démarchés, disent au club, c'est ouais, ok, on veut bien le faire, on veut bien rendre service, mais le retour sur investissement, qu'est-ce que ça nous rapporte? Quelle est ta lecture de ce sujet spécifiquement? Déjà, dans l'approche sponsoring, déjà, on l'a vu depuis justement que les mairies disent ouais, bon, bah écoutez, commencez à vous développer, on peut plus tout payer. On a assisté quand même à une mutation sur ce que j'appelle du sponsoring de complaisance. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de partenaires, de sociétés privées qui sont sur des appels d'offres publics, qui sont, on va dire, encouragés par la mairie pour aider les clubs. Hein. Donc ceux-là, ils sont pas du tout en recherche de retour sur investissement. Ils sont là par intérêt. Mais voilà. Mais en général, ils apportent pas mal. Donc il y a ils apportent pas mal en général. C'est vrai. Mais au final, l'intérêt d'avoir de prendre de la visibilité, il n'est pas forcément. Voilà, l'essentiel, c'est ce qui se passe en coulisses. Maintenant, sur une PME va pas forcément avoir énormément de moyens. Elle va venir pour de l'hospitalité, mais surtout du réseau. Donc c'est au commercial aussi de pouvoir identifier les synergies qu'il peut y avoir dans son réseau pour pouvoir faire de la mise en relation, pour pouvoir aussi peut-être trouver des types pour mettre en avant une société dans un contexte particulier, dans les salons, faire une sélection ou mettre en avant sur une opération, une activation de type, par exemple, une mutuelle. Bah, tiens, on fait un entraînement partenaire, bam, bam. Ça vous est apporté par Aesio Mutuelle. Hein. Voilà. Il y a pas mal de choses de le faire. Il faut être juste créatif et être pertinent par rapport aux attentes du partenaire. Et c'est ça, en fait, ce qu'attend un partenaire. Moi, j'ai croisé beaucoup de dirigeants qui disaient, bon, bah, faut juste trouver un pigeon qui met de l'argent dans le pot. Et voilà, du moment que c'est pas le mien, voilà. Et ça dure pas. Absolument. Dure pas. Et ça ne dure pas. Et puis au bout d'un moment, bah, tu trouves plus de pigeons, quoi. Et c'est pas durable, ça. C'est pas durable. Donc le but, c'est de bien écouter, l'intérêt du partenaire. Et sinon, c'est pas un partenariat. C'est pas, il n'y a pas de recherche de retour sur investissement. Ça se trouve alors. Les dirigeants, c'est ouais, non mais bon, du moment il vient pour le basket parce qu'il aime le basket ou qu'il découvre le basket, c'est pas suffisant ça. Absolument. C'est pas complètement. Par contre, si ça lui apporte un réseau, si ça apporte en plus un cadre, plutôt qu'aller prospecter des entreprises en porte-à-porte et se manger des portes, tout simplement. Là, le club, il apporte un cadre, justement, où cette personne-là, le prospect, il vient s'évader. Et là, justement, derrière, on peut rentrer sur le deuxième cerveau, c'est-à-dire la pensée émotionnelle. Hein. On est là-dessus ? C'est ça que tu disais tout à l'heure ? Effectivement. Les trois cerveaux, c'est ça ?
Oui, on parlait du deuxième cerveau de. Oui, on C'est est la bon. pensée émotionnelle, on est d'accord? Oui, oui, absolument. Absolument. Le premier, c'est la pensée rationnelle. Oui. Donc, c'est le cerveau réflectif. Deuxième, cerveau intuitif. Et puis après, c'est la prise de décision. Hein, c'est ça? C'est le cerveau primitif. Absolument. Bon, bah, c'est bon, on a les mêmes bases. Ça va, on est calé. Et tu vois, sur ce que tu évoquais, sur le fait d'être créatif, sur ce qu'on peut apporter aux partenaires, pour le coup, un club de Betclic Elite qui a un territoire qui n'est pas si épars que ça et qui s'en sort très bien parce qu'il est créatif, c'est la JL Bourg qui, pour ses partenaires, organise notamment ce qu'ils appellent les rencontres du leadership chaque année. J'ai eu le plaisir d'y intervenir dans ces rencontres du leadership. Il y avait Juan Aissa, il y avait Alain Digbeu, et on voyait que les partenaires étaient vraiment fédérés autour de ce club parce qu'ils y trouvent grand bénéfice, avantage, intérêt. Tu as beaucoup de chefs d'entreprise qui vont dans des clubs affaires ou des clubs de dirigeants, et si le club de basket est ça et le fait encore plus et mieux que ces clubs-là, du coup, tu ne te poses même plus la question de mettre ce budget dans les autres petits clubs affaires. C'est pas tout la passion du basket, c'est surtout la passion d'entreprendre. Ouais. Et Après, de performer. Le basket, c'est un prétexte. Ça propose un cadre différent, d'ailleurs, qui se démarque peut-être des autres. Mais la passion, elle est d'entreprendre, et c'est ce qui fait aussi que Julien Desbottes, c'est un président exceptionnel, parce que pour moi, les meilleurs présidents, les meilleurs profils de présidents, c'est Julien Desbottes, les Jean-Michel Aulas. C'est les experts comptables qui ont la fibre entrepreneuriale. Parce que tu as la pensée rationnelle à la base, et puis derrière, tu as la passion d'entreprendre et de bouger. Mais tu restes sur tes mécanismes de perception de la valeur sur une base solide, c'est-à-dire le costing, hein, déjà. Ben oui, naturellement. Donc voilà. Et une dernière question, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le sujet du 3-3 et de l'économie du 3-3? On avait Franck Seguela hier qui est en train de monter son projet avec Toulouse pour pouvoir générer des fonds, trouver des partenaires. Et il nous disait, voilà, on joue un peu partout sur la planète. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait être intéressé pour des marchés en Asie, s'il est notre partenaire quand on est là-bas. Il le disait avec ses mots. Et on voyait, on sentait, il exprimait que c'est pas facile quand même que de rameuter des partenaires, alors que le gars, quand même, il est médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Paris. Qu'est-ce que tu penses du sujet? On voit bien que le 3-3, ça chemine, qu'il y a des équipes privées, notamment étrangères, qui sont solides par rapport à ça. Quid de l'économie du 3-3 et notamment de l'économie du 3-3 en France ou français? Honnêtement, je pense qu'on manque encore trop de recul pour pouvoir l'évaluer aujourd'hui. Oui. La complexité quand même, on est à cheval entre un modèle business de sport individuel, parce qu'ils ont un ranking individuel, comme au tennis. Oui. Donc il y a du gain, mais par contre, faut pouvoir soutenir aussi le reste des charges. Et donc ça, oui, il faut pouvoir justement avoir des partenaires. Voilà, des boîtes françaises qui ont intérêt à diffuser leur image sur des marchés qu'ils prospectent. Mais encore une fois, moi, je suis très sceptique sur le modèle. Parce que tu n'es pas organisateur, donc tu ne crées pas de revenus de match. Tu ne perçois pas de droits télé. Donc voilà, on est plutôt sur un modèle de sport individuel. Et là, la popularité du 3-3, alors encore une fois, sur un schéma audiovisuel, il y a des très bons retours parce que le format audiovisuel plaît, mais ça ne permet pas une redistribution des droits télé pour autant. Donc c'est comment tu modélises ça? Est-ce que tu as aussi des audiences? C'est encore une fois, il n'y a pas une popularité encore en termes dans le paysage audiovisuel, mais vraiment avec des grosses audiences et tout ça. Pour faire de la publicité, pour engager des entreprises sur de la publicité. En tout cas, chez nous, en France. Oui. Donc ouais, non, c'est assez complexe. Hein. Je pense que. Oui, c'est complexe. On le ressent vraiment, oui. On sent qu'il peut y avoir quelque chose, mais que c'est encore jeune et pas mature d'un point de vue économique, notamment quand on a Franck qui est vice-champion olympique, qui montre les difficultés qu'il a pour essayer de faire avancer, même pas de boucler, de faire avancer un bout de budget, de se lancer malgré tout. Donc moi, je n'ai pas forcément de réponse à ce sujet-là. Ok, parfait. Vince, merci beaucoup du temps que tu nous as consacré. Je suis très heureux parce que ça permet d'aborder
Moi déjà, je l'ai déjà dit, hein, ce sommet, je le fais très égoïstement parce que j'apprends énormément de tous mes invités. Ça me permet de faire mon auto-formation permanente et puis évidemment de partager ça auprès de toute la communauté du All-Star Mind. Donc ça, c'est un vrai plaisir et c'est intéressant de voir voilà, des expertises comme la tienne qui sont pas assez valorisées, qui sont capables de faire des prospectives, de la data, de poser des choses, qui sont capables, comme tu le dis à l'instant, de dire ben là, je sais pas trop encore ou je vois pas trop, de poser les choses telles qu'elles sont. Ben voilà, si vous êtes intéressé par ce que Vince fait, n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux, voire à le solliciter pour vos actions marketing, pour vos actions merchandising, parce qu'il y a quand même très très peu de personnes qui sont expertes dans ce domaine. Encore une fois, merci de ta présence et puis une magnifique année 2025 à toi. Bah, merci à toi et très honoré d'avoir participé aux côtés de ce casting prestigieux. Voilà, Merci à toi, tu y avais toute ta place. À très vite, Vince. à bientôt. À bientôt. Et voilà, on arrive au bout de cette deuxième soirée de la troisième édition du All-Star Mind. On a commencé en mode arbitre avec Eddie Viator. On a continué avec Yann Julien et j'ai été très touché qu'on puisse aborder aussi longuement, intensément et avec une belle vérité le sujet de ce qu'est la contre-performance, sachant que avant la contre-performance des Jeux Olympiques, il y avait de multiples performances. Et d'ailleurs, juste après les JO, il y a eu encore eu des résultats extraordinaires avec notamment l'équipe de France féminine. Et puis Vince, à l'instant, pour y aller sur les aspects marketing, marchandisation, qui ne sont pas les aspects les plus faciles, mais qui sont tellement importants d'avoir à l'esprit aussi, parce que notre sport, si on l'aime, on a besoin aussi qu'il rayonne.